Alors nous, à Mille Marins, notre vocation, c'est de partager la vie des marins, notamment au commerce, qui sont encore nombreux sur notre territoire. Il y en a dans la salle d'ailleurs, je crois le savoir aujourd'hui, et dont le quotidien à bord nous est totalement inconnu, alors que leur travail impacte notre quotidien. Hier soir, on a visionné le documentaire Femmes au long cours, complété par une intervention de Jasmina Stevanovic, qui est une sociologue qui a réalisé sa thèse sur les officières de la marine marchande. Donc on vous propose de continuer aujourd'hui sur ce thème, à notre modeste échelle. On ne va pas vous proposer une conférence, mais vraiment essayer de vous apporter un certain nombre d'informations par la voix des marins, comme on aime le faire à Mille Marins, et notamment grâce à notre invitée Enora Persson. Donc tu es passé par l'École nationale supérieure maritime de Saint-Malo et de Marseille. Ensuite, tu as commencé ta carrière à la compagnie maritime nantaise, puis à la pêche en tant qu'ouvrière mécanicien sur un morutier. Ensuite à la CMA-CGM en tant qu'officière mécanicienne et pont, puis sur un remorqueur aux Antilles. Et enfin, tu continues ta carrière à Génavir et depuis cette année, tu es capitaine, la première de la compagnie d'ailleurs. Et donc Génavir, c'est l'armateur qui gère les navires de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Donc ce sont des navires de flotte océanographique. On aura également plusieurs invités en différé qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais dont on a recueilli le témoignage à distance. Donc on a Fanny Hamon qui travaille également chez Génavir, qui est sédentaire aujourd'hui, mais qui est une ancienne officière polyvalente. Elle s'occupe des opérations de carottage, donc c'est le prélèvement des sédiments à différentes profondeurs de l'océan pour que les scientifiques les étudient. Yolande de Quick, qui est une personne qui a visité Mille Marins cet été et dont on a recueilli les coordonnées, et qui était l'une des seules officières radio à la fin des années 80, début des années 90 en France et en Belgique. Erwan Richard, qui est second capitaine à la Brittany Ferries. Pierre Blanchard, qui est commandant sur des gaziers et qui est aussi le président de l'Association française des capitaines de navires. Et puis Jean-Paul Elquin, qui était un marin cuisinier qui a fait à la fois la grande pêche et ensuite le remorquage aux abeilles, et qui est président de l'association Morglaze, qui est une association de défense des marins. Donc on a essayé d'être assez représentatif à la fois hommes et femmes, et puis différentes générations, comme vous le voyez. On va limiter l'intervention vraiment à la marine de commerce, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire, mais on pourrait bien sûr aussi faire ce genre d'intervention pour la pêche, la marine nationale. On va aussi plutôt parler des femmes navigantes, mais on peut quand même noter en introduction qu'elles sont aussi nombreuses dans les services à terre des compagnies maritimes, donc dans le marketing, le juridique, les assurances, etc. Mais elles sont assez peu nombreuses dans les conseils d'administration des grandes compagnies, 28% dans le monde et moins de 20% en France. Les femmes ont depuis longtemps habité l'univers maritime. Pourtant, pendant longtemps, leur simple présence à bord portait malheur. Donc, à part les épouses des capitaines de caporniers, les femmes ont dû se travestir, se viriliser parfois pour pouvoir monter à bord. On peut aussi noter que les figures mythiques, littéraires de marins sont toujours des hommes. Ulysse, le capitaine Nemo, le capitaine Crochet, les grands explorateurs, les vikings, et puis les valeurs de manière générale qui sont mises en avant quand on parle des marins, souvent ce sont des valeurs associées à la virilité, on va dire, être fort, prendre sur soi, avoir du mental, avoir un engagement total, avoir de l'autorité. Aujourd'hui, on compte 1,89 million de marins de commerce dans le monde, dont seulement 1,28% de femmes, donc ça fait 24 059 femmes, donc ça c'est vraiment au niveau mondial. C'est un univers bien spécifique dont on va vous présenter les caractéristiques, et ces caractéristiques, comme dans d'autres univers professionnels, peuvent entraîner des dérives. Le navire, c'est un milieu au final qui a un peu tout pour faire naître des risques psychosociaux chez les marins. Et on précise d'ailleurs que les hommes aussi peuvent être victimes de harcèlement moral notamment. Ces dérives, elles ont toujours existé, mais elles restaient à bord. Avec le mouvement MeToo qui existe depuis 2007, mais dont on a surtout parlé depuis 2017 avec l'affaire Weinstein aux États-Unis, a permis une libération progressive de la parole, notamment des femmes, et qui s'est illustrée cette année par l'affaire Génavir, sur laquelle on reviendra,
qui a mis un peu ce sujet sur la table dans le milieu maritime, mais aussi sur la place publique, puisque plusieurs médias ont parlé de l'affaire, et notamment Le Monde, qui a fait un article en juin de cette année. Et dans cet article, on apprend que selon un rapport du CERLIS en 2017, il y a 35,5% des femmes et 10% des hommes marins qui ont subi des attouchements à bord. Donc au cours de cette rencontre, on ne va pas revenir seulement sur les affaires de harcèlement, mais plus globalement sur la place des femmes dans un milieu professionnel qu'elles investissent peu à peu, qui n'était pas fait pour elles, et dans lequel elles prouvent bien sûr leur valeur et leur place. Donc on a fait 3 grandes parties dans la rencontre, donc je vous proposerai à la fin de chaque partie d'intervenir si certains ont des questions ou souhaitent apporter leur témoignage. Donc d'abord, on peut se questionner sur finalement ces fameuses valeurs du marin, qu'on associe souvent à des valeurs masculines. Je demandais à Jean-Paul Elquin qu'est-ce qu'il fallait selon lui pour réussir dans ce métier-là. Donc lui qui a arrêté de naviguer au début des années 2000, pour lui en premier, c'est un métier difficile et il faut être capable de se séparer de sa famille, de donner une baffe à son contrat de travail. C'est un syndicaliste aussi, ce qui explique son expression. Parce qu'une escale retardée, des conditions météo compliquées, ça fait qu'on peut rentrer à la maison beaucoup plus tard que prévu. Il faut avoir une force de caractère, il faut être sérieux et il faut savoir se discipliner au plus haut point. Et Nora, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelles sont les qualités et les grandes valeurs du marin de commerce aujourd'hui ? Alors, bonjour à tous. Il y a quelques têtes connues dans la salle, là, c'est chouette. Oui, donc pour être marin, les qualités, à mon sens, qui sont importantes à avoir, c'est une grande capacité d'adaptation, parce qu'on est amené à rencontrer pas mal de situations différentes tout au long de nos navigations. Donc, faut savoir s'adapter. Et puis, on est amené aussi à être à bord pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec tout un tas de personnes différentes qu'on connaît pas forcément. Donc voilà, s'adapter aussi aux différentes personnalités qu'il peut y avoir à bord. Il faut, c'est certain, une force de caractère pour supporter ces mois en mer, ce travail qui peut être parfois pénible selon les situations, les conditions météorologiques. Il faut de la rigueur aussi, parce qu'on est dans un environnement dangereux. La sécurité est primordiale à bord. Donc il faut être très rigoureux, consciencieux pour que la sécurité soit... c'est l'affaire de tous. Et puis, que tout le monde soit en sécurité à bord, qu'on ne se mette pas dans des situations à risque, justement, parce qu'il y en a tellement des situations à risque pendant les embarquements qu'on essaye de les éviter au maximum. Donc voilà un peu... Et puis oui, le fait d'être séparé de ses proches pendant un certain temps, c'est pas facile, c'est pas forcément donné à tout le monde, donc c'est aussi un choix de vie quand on devient marin. On apprend aussi en naviguant à faire face à ces choses-là, mais c'est vrai que c'est un choix de vie, un rythme de vie particulier, enfin surtout au long cours, parce que moi j'ai fait que du long cours, donc voilà. Comme je disais en introduction, les femmes, elles ont toujours été présentes dans le secteur maritime, mais pour donner quand même quelques repères temporels, finalement, c'est une histoire assez récente, les femmes dans la marine marchande. Donc en ce qui concerne les officières de la marine marchande, la première femme élève à l'hydro, c'est 1973. La première femme majeure du concours d'officiers de première classe, c'est 2005. Et là, en 2022, sur 1200 élèves qui sont dans les ENSM, les 4 sites, on a 16% de femmes. Moi, j'ai voulu poser la question de savoir si, dès vos études, vous aviez eu le sentiment peut-être d'être traité différemment des garçons, peut-être certains enseignants qui vous auraient fait sentir pas forcément à votre place, avec des remarques, ou qui préféraient consacrer plus leur temps aux garçons, puisqu'ils estimaient qu'ils navigueraient plus longtemps a priori. Et finalement, dans les témoignages... votre objectif, c'était tellement de vous intégrer à cette promotion,
en fait, vous aviez intégré qu'il y aurait une grande majorité de garçons et que ça faisait partie du jeu, que même si les situations de harcèlement ou autres ont pu exister, vous passiez outre, en fait. C'est plutôt rétrospectivement, maintenant qu'on parle beaucoup de ces choses-là, que vous relevez peut-être plus certaines situations qui ont pu arriver pendant les études. Alors moi, pendant mes études, alors c'est sûr qu'on était très minoritaire, les femmes étaient très minoritaires, mais j'ai toujours eu des promos assez soudées où voilà, il n'y avait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. On était tous assez soudés avec une bonne entente entre tous et des parcours assez hétéroclites aussi. Donc j'ai pas eu vraiment ce sentiment-là pendant mes études. Après, c'était plus de la part, en effet, de certains professeurs qui, pour la plupart, sont des anciens marins et qui avaient, enfin voilà, pour certains qui n'avaient pas encore totalement intégré, enfin voilà, que les femmes avaient aussi leur place à bord des bateaux. Et c'est plus de la part de certains professeurs que j'ai pu avoir parfois des comportements assez, des comportements sexistes et puis devoir subir un peu les conséquences du fait que voilà, j'étais une femme et qu'il fallait que je fasse mieux que les hommes et qu'on me laissait pas le droit à l'erreur en fait. Et donc j'ai un peu subi ça pendant mes études de la part des professeurs, mais entre élèves c'était plutôt une bonne entente. Ensuite, si on entre dans la carrière, dans la marine marchande, il y a un acquis que les armateurs aiment bien mettre en avant aussi, c'est l'égalité salariale. C'est-à-dire qu'à poste égal, il y a salaire égal. Mais dans les faits, on remarque que les femmes, elles accèdent moins rapidement aux fonctions supérieures, que si elles choisissent d'avoir des enfants, elles vont être arrêtées à un certain temps, ou faire un peu de temps partiel, et donc elles ne toucheront pas la même retraite. Donc en fait, à la fin de sa carrière, il est rare qu'une femme ait la même retraite qu'un homme. Et quand j'ai interrogé Yolande de Couic à ce sujet, donc qui est l'officière radio dans les années 80-90, elle me raconte une anecdote qu'à son premier embarquement en Belgique, on lui a indiqué qu'on lui donnerait le salaire de base et que si on était content d'elle, on l'augmenterait. Et puis une fois, elle a été remplacée par un radio français aussi, qui avait le même avancement qu'elle, si on peut dire, et qui lui a demandé combien elle gagnait. Et donc elle s'est rendue compte qu'il gagnait plus. Et elle me dit que voilà, peut-être lui, il savait mieux se vendre, qu'il était plus allé se vendre à la compagnie. Donc de suite, elle est allée voir la compagnie, puisqu'elle savait qu'elle donnait satisfaction, en demandant une augmentation, et qu'elle a effectivement obtenu. Mais donc elle dit que c'est pas la compagnie qui allait faire le premier pas, c'était à elle d'aller demander l'alignement de son salaire. En ce qui concerne l'organisation de la vie familiale, puisque souvent c'est un peu ce qui revient lorsqu'une femme navigue, comment est-ce qu'elle va faire quand elle aura des enfants? Si en plus c'est un couple qui est composé de 2 marins, l'ancienne génération va vous dire que c'est plutôt à elle d'arrêter de naviguer. Et je vous propose d'écouter justement le témoignage de Yolande qui a rencontré son futur mari à bord. Et donc on va voir quel choix a été fait de leur côté. Donc c'était par téléphone, donc j'espère que la qualité va être suffisante. Et quand même après 2 ans, à force de se croiser entre 2 voyages à terre, on a fini par se marier et pouvoir naviguer ensemble. On a navigué ensemble à peu près pendant 1 an et demi, 2 ans, et c'est là qu'à la compagnie, le responsable du personnel navigant m'a dit écoutez, on commence à supprimer les radios, et je préfère que vous donnez votre sac à vous, parce que vous avez encore le salaire de votre mari. J'ai moyennement apprécié la blague, mais bon, donc je me suis retrouvée à terre. Sans plus trouver d'embarquement. Entre-temps, on a choisi d'avoir des enfants, donc après, pour moi, c'était ou le choix que mon mari reste avec des enfants ou que moi j'y reste. Et je trouve que 6 mois après la naissance de ma première fille, on m'a proposé un embarquement sur un bateau à passagers. Alors, j'avais parlé avec mon mari, je lui ai dit, bon, tu dois rester à terre, que
ça va loin de moi. Donc, après, d'ailleurs, mon mari a aussi arrêté de naviguer pour la même raison. Il a navigué encore 2 ans et puis il a eu la possibilité de partir à l'école de navigation pour donner cours comme professeur à l'école de navigation d'Anvers. Et il a fait aussi le choix de mettre son sac à terre. Voilà, donc elle, c'était un contexte très particulier en plus, puisque son métier disparaissait. Donc effectivement, on a commencé à supprimer les officiers radio. On a préféré supprimer son poste, son embarquement à elle, puisqu'elle avait le salaire de son mari à côté. On peut quand même noter qu'après 35 ans, c'est également les hommes en général qui arrêtent de naviguer pour se rapprocher de leur famille. Et Nora, tu peux peut-être nous partager ton expérience, puisque tu es maman et tu as continué à naviguer. Oui, alors moi je suis maman de 2 petits garçons, et mon conjoint est également marin. Donc c'est pas simple, on jongle un peu avec nos plannings respectifs. Mais voilà, c'est pas impossible. Après, c'est vrai que donc moi j'ai été arrêtée un certain temps pour mes congés maternité. Puis j'ai pris des congés parentaux aussi. Après, la compagnie, donc G-Navire, là, moi, m'a permis de pouvoir me mettre à temps partiel un certain temps. D'ailleurs, je suis toujours à temps partiel pour pouvoir justement jongler avec ces histoires de planning entre les embarquements de mon conjoint et les enfants. Voilà, la gestion familiale. Et donc, heureusement que voilà, il y a des solutions quand même qui sont proposées par les armements. Après, c'est pas le cas de tous les armements, malheureusement encore. Mais c'est vrai qu'à G-Navire, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Alors après, c'est sûr que voilà, la carrière se déroule pas complètement comme celle des hommes, puisque bien sûr, moi, pendant mes absences, il y a pas mal d'hommes qui sont passés devant moi, forcément, sur les postes, sur les évolutions de postes. Mais voilà, bon, c'est un choix aussi. Moi, j'ai fait le choix de rester navigante. Je n'avais pas envie de poser mon sac à terre. Donc on a trouvé une organisation familiale qui nous permette de rester navigants tous les deux. Et pour l'instant, ça fonctionne, même si c'est pas simple. Donc c'est pas impossible pour une femme d'avoir des enfants et de rester navigante aujourd'hui. Et voilà, je sais que oui, quand j'ai commencé à naviguer, on nous posait la question, alors que c'est interdit de poser la question dans les entretiens d'embauche, mais on nous posait encore la question de savoir si on avait l'intention d'avoir des enfants ou pas. Et je me suis déjà vue refuser des embarquements parce que j'étais une femme et que il préférait miser sur la carrière d'un homme ou sur laquelle il savait qu'il n'allait pas avoir d'interruption pendant la carrière, plutôt que sur une femme qui risquait d'interrompre sa carrière pour une maternité. Donc voilà. Et ça t'a été dit en plus directement, c'est pas une interprétation de ta part, on t'a dit vraiment voilà pourquoi on vous retient pas, quoi. Ouais. Il y a la question de la maternité, puis aussi notamment sur un bateau là où on m'avait déconseillé d'aller sur ce bateau en tant que femme, donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, moi je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Moi quand j'ai commencé à naviguer là, c'était il y a presque 20 ans, donc je pense que voilà, ça évolue quand même au sein des armements. Maintenant que les femmes sont à bord, les hommes n'ont plus d'autre choix vraiment que de les accepter, et ça se fait plus ou moins facilement. Vous allez voir que la perception des femmes, elle dépend sans doute de la sensibilité, de l'éducation de chacun, mais ça semble surtout être une affaire de génération. On va écouter le témoignage de Jean-Paul Elquin et de Fanny Hamon, qui sont donc de 2 générations différentes. C'est que physiquement, les femmes sont plus fragiles.
euh, euh, être commandé par une chef, c'est les cadres, c'est les chefs d'entreprise, je pense qu'il n'y a pas de souci. Euh, euh, donc elles ont, les femmes, plus leur place, c'est mon avis, hein. C'est peut-être parce que j'ai fait que des métiers difficiles dans ma vie. Je ne vois pas, par exemple, une femme sauter dans un zodiac le long du bord, quand on fait du sauvetage dangereux, du sauvetage périlleux. Et il y a aussi le réflexe de l'homme qui dit est-ce qu'on doit l'envoyer? Ça aussi, ce sont nos réflexes. Est-ce que, quand il fait très mauvais, je ne dois pas prendre sa place dans le zodiaque? Quand on repêche, par exemple, des macabées, euh, euh, c'est peut-être parce que je suis vieux jeu, hein, mais est-ce qu'une femme a sa place pour repêcher des corps le long du bord? Est-ce que une femme, a par exemple sa place pour aller repêcher des corps de migrants? Alors c'est peut-être ma sensibilité, mais je pense qu'elles ne sont pas à leur place pour faire des boulots comme cela. Alors c'est pas pour les ramener à des métiers qu'elles effectuent depuis des décennies. En fait, mon raisonnement, vous allez croire que je veux à tout prix protéger les femmes parce qu'elles seraient moins capables, mais ce n'est pas du tout ça en fait. C'est les protéger parce que je pense que dans certaines activités, elles doivent être protégées. Je suis un vieux con de macho. En fait, ils savent plus comment, ils savent pas. Enfin, voilà, eux, ils ont évolué dans une génération qui a fonctionné comme ça. Et là, ils sont un peu perdus aussi. Ils savent pas comment faire. Et il y a eu souvent des réflexions de marins, justement, après toutes ces histoires de scandales, harcèlement, etc., qui disent, mais comment on fait, en fait, maintenant, quand on a une fille en face de nous, et qu'est-ce qu'il faut dire? Et ils savent plus ce qu'ils peuvent dire, ils savent plus. Et en soi, je les comprends. Si on leur explique pas si on leur explique pas tout ce qu'on ressent, en fait, dans ce monde-là, ben, eux, ils peuvent pas comprendre non plus. Enfin, c'est pas évident de comprendre qu'il faut arrêter que la femme soit la femme objet affectif, objet sexuel, etc. Objet sexuel, je pense que ça rentre dans les mœurs, mais le côté affectif, etc., ça, je pense que c'est un petit peu plus insidieux, c'est un petit peu plus, c'est plus fin à comprendre, quoi. Et ça, bah ouais, faut qu'il y ait du dialogue, je pense, en fait. Mais c'est vrai que tant qu'on leur explique pas qu'on n'a plus envie de ça, eux, bah, ils peuvent pas. Je comprends qu'ils peuvent pas comprendre, quoi. Voilà, vous avez un peu deux échos différents, mais c'est un peu important de représenter toutes les visions, on va dire. Et puis il y a certains marins qui ne se posent pas la question, en fait. C'est plutôt les gens de l'extérieur qui vont les interroger sur le sujet de la femme à bord et leur faire prendre conscience du caractère exceptionnel, en fait, de cette présence. C'est ce que Erwan Richard, donc, qui est second capitaine à la Brittany Ferries, me disait. Lui, il a navigué avec Christelle Quéroux-Rédan, qui était la première femme commandante de ferry à la Brittany Ferries, et qui est toujours la seule d'ailleurs. Et lui, il ne se posait pas la question, en fait, de qu'est-ce que ça faisait de travailler sous les ordres, en plus, d'une femme. Il trouvait juste ça normal et naturel. C'est quelqu'un qui est de la même génération que Enora et Fanny. Et c'est quand une équipe de télévision est venue faire un reportage sur Christelle qu'il avait été amené à se questionner et à s'exprimer sur ce sujet-là. Et même il dit, ce sont les gens de terre en fait qui me disent alors qu'est-ce que ça fait de naviguer avec la première femme commandante, etc. Et Nora, toi tu me dis que c'est un peu justement les gens de l'extérieur qui te disent ah mais c'est pas trop dur de faire ce travail-là. C'est les gens qui sont pas à bord qui voient ça. Oui, alors effectivement, c'est souvent la question qui revient quand je dis que je suis marin, c'est ah mais c'est pas trop dur pour une femme d'être à bord. Voilà, en fait, non, c'est pas plus dur que parce que c'est un métier que j'ai choisi et qui me plaît. Mais c'est vrai que oui, c'est beaucoup une question de génération. Moi, j'ai eu à affronter parfois, oui, des commentaires assez virulents sur le fait d'être une femme marin. Voilà, mais c'est vrai que maintenant avec la nouvelle génération, ça change quand même pas mal. Et puis maintenant, la féminisation des métiers de la mer, c'est amplifié. Donc
enfin, voilà. Maintenant, il y a des femmes sur les navires de plus en plus. Bon, ça dépend aussi un peu des compagnies, mais je sais qu'à Navire, en tout cas, on est quand même pas mal de femmes. Donc, les gens sont plus choqués de voir une femme arriver à bord et ça, voilà, ça fait son chemin, mais voilà, c'est encore un milieu très masculin avec une culture de la virilité qui est très présente. Donc, c'est. Voilà, faut faire sa place. Mais voilà, en tout cas, les mentalités changent. Et c'est pas plus dur pour une fille à bord. Maintenant, on a quand même des moyens de manutention qui sont là, qui sont présents et qui permettent de faire le travail sans se casser le dos et qui bénéficient aux hommes d'ailleurs aussi. Donc c'est plus une question de force physique du tout. Donc voilà. Donc il y a quand même eu des adaptations dues à l'arrivée des femmes à bord. D'abord dans les comportements. Bon, évidemment, quand j'interrogeais les femmes, elles ne pouvaient pas savoir la différence entre quand elles sont là ou quand elles ne sont pas là. Mais d'après d'autres témoignages, visiblement, quand il n'y a pas de femmes à bord, on est plus dans une ambiance de vestiaire de foot, blagues un peu moins censurées que lorsqu'elles sont là. Mais du coup, ce qui peut bénéficier aussi à certains marins hommes qui ne seraient pas forcément à l'aise dans cet univers-là. Bon, bah, voilà, quand il y a une femme, on fait peut-être un peu plus attention à certaines blagues. Et puis dans les méthodes de travail, comme tu disais, effectivement, les femmes ne peuvent pas faire certaines choses que font les hommes, encore que ça dépend vraiment des constitutions de chacun. Et puis dans le code du travail, le port des charges, il est réglementé, mais pour tout le monde. Donc la présence des femmes, mais aussi d'autres facteurs comme les avancées technologiques, ont fait que maintenant on a les moyens à bord, par exemple, de porter des charges, quelle que soit sa force physique. Donc finalement, ces adaptations, comme tu dis, elles seraient positives pour tout le monde, hommes comme femmes. Et c'est ce que va nous raconter Fanny Hamon. L'intégration des filles dans les matelots demande je pense, une réadaptation du travail. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de bosser comme des brutes et d'être cassés à 40 ans. C'est pas, finalement, on est à peine moins costaud que les gars. C'est juste qu'on n'a pas envie de se... Enfin, ça reste un boulot, on n'a pas envie de se casser et puis d'être en petits morceaux 10 ans plus tard. Donc, je pense que la féminisation du travail sur le pont peut amener ça, un changement des méthodes de travail pour arrêter de forcer comme des brutes et utiliser les outils à disposition. Bah, ou accepter de prendre 2 minutes de plus pour utiliser un chariot ou un palan et pas porter à la main. Donc ça, c'est vraiment plus dans les mœurs, vraiment dans les mœurs à la pratique, quoi. Ça s'écrit à peine. Enfin, on va pas écrire pour soulever tant de. Enfin, si, à la rigueur, c'est quand même déjà écrit dans le code du travail et dans les codes de la sécurité. Je sais il y a des poids maximums qu'il ne faut pas faire soulever par les employés, etc. Mais ça, c'est vraiment plus une adaptation des mœurs et que bah, les bosco, donc chefs de l'équipage, acceptent que... mais en fait, il faudrait que tout le monde le fasse. C'est même pas que pour les filles, c'est d'arrêter de forcer inutilement et d'utiliser des outils, même si ça peut peut-être prendre sur le coup 2 minutes de plus. Euh, on en retrouvera le bénéfice derrière, quoi. Et tout ça, c'est lié à cette mentalité de montrer une sorte de virilité. Moi, je le vois hein, quand j'arrive avec même donc, en tant que quand j'arrive avec le statut que j'ai maintenant là, j'arrive avec des caisses de matériel souvent lourdes et j'ai souvent des gros lestes à décharger, etc. Alors moi, c'est hors de question que je les porte, donc j'ai juste à dire au gars, est-ce que tu peux me faire un coup de grue pour décharger le lest de 40 kilos là, qui est dans ma caisse. Et une fois sur deux, ils plongent dans la caisse, ils prennent le lest, ils le sortent à la main. Mais
je leur ai jamais demandé ça. Ils se sont cassés le dos. Enfin, ils n'ont pas eu l'impression de se casser le dos peut-être sur le coup, mais enfin voilà, c'est un geste qui est inutile. Ça aurait pris 2 minutes. De toute façon, il y avait plein de grues à faire autour. Ça aurait pris 2 secondes de plus de sortir cette chose-là à la grue. Mais voilà, il y a la virilité qui travaille quand même. Et c'est peut-être surtout devant moi, une fille qui demande de l'aide, quoi. C'est un peu ça, en fait. Des fois, les gars, ils sont tellement contents de t'aider et de montrer que eux, ils ont la force physique et pas toi. Et même si c'est pas dans un mauvais, c'est pas du tout une mauvaise intention, en fait. C'est pas pour montrer, toi, t'es pas capable. C'est pour, enfin, eux, ils sont capables, quoi. Ils veulent pas forcément te montrer que toi, tu ne l'es pas, mais eux, il faut quand même qu'ils te montrent qu'ils ont des muscles. Donc ces changements de pratique et ça, avec l'arrivée des femmes, va être bénéfique pour tout le monde, moi, je pense. Pour tous les dos et tous les corps. Et Laura, tu confirmes l'expérience? Oui, bah, je confirme ce que dit Fanny. En effet, voilà, ça bénéficie à tout le monde et ça sert à rien de se tuer au travail, de se tuer à la tâche, parce qu'il y a énormément de marins qui souffrent de mal de dos. Donc voilà, en effet, on a tous les moyens de manutention à notre disposition et en plus, là, enfin, moi j'ai eu récemment là, pas mal de femmes sur le pont aussi en tant que matelot ou chef de bordée et elles se débrouillent hyper bien à la grue. Elles sont d'ailleurs les Bosco maintenant demandent toujours à ces femmes-là plutôt de manipuler la grue plutôt que certains hommes parce qu'elles sont plus fines et plus précises en fait à la grue. Donc voilà. Et puis oui, ça bénéficie à tout le monde, mais et voilà, comme on disait, je pense que la présence des femmes à bord est bénéfique. Enfin, moi, j'ai souvent aussi entendu des hommes me dire ça, qu'ils étaient plutôt contents d'avoir des femmes à bord, que ça adoucissait un peu, enfin, entre guillemets, mais voilà, que ça mettait une autre ambiance et que ça profitait à tout le monde. Que c'était pas un problème du tout. Donc on a l'adaptation des comportements, l'adaptation des méthodes de travail, mais aussi l'organisation du navire en tant que tel. Et Nora, je crois savoir que certains bateaux, AG Navire, par exemple, n'ont que des cabines doubles. Du coup, qu'est-ce qui est fait pour l'organisation quand il y a des femmes à bord? Bah ouais, c'est un peu problématique sur certains navires, sur les plus petits navires notamment, où en effet il n'y a pas forcément des cabines pour tout le monde, donc c'est des cabines doubles ou des cabines simples mais avec une salle de bain en commun. Donc ça pose un peu des problèmes de cabinage par moment là où faut s'adapter un peu au cabinage et donc parfois ça peut poser problème et ça peut entraîner le fait de ne pas embarquer de femmes à cause de ça, parce que à cause de ce problème de cabinage. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait que ça soit pensé en amont lors des constructions de navires. Mais voilà, il y a plein de contraintes. Après sur les gros type porte-conteneurs, etc. Là, ça pose pas de problème parce que chacun a sa cabine. C'est plus sur les petits navires. Voilà. Donc soit ça oblige entre guillemets à embarquer un nombre pair de femmes ou de pas en embarquer du tout. Mais oui, il y a ce problème-là aussi de cabinage à régler. En comparaison à la Brittany Ferries, Erwan Richard nous dit que c'est des cabines simples, mais avec des salles de bain communes à 2 cabines. Donc soit il s'arrange pour que les 2 cabines soient occupées par des femmes, soit que la deuxième cabine reste vacante. Et puis lui, il insiste aussi sur le fait qu'il faut vraiment que l'équipage puisse justement avoir un esprit d'équipage, rigoler entre eux, faire corps, etc. Et ça ne peut se faire que si les blagues, les moments conviviaux se font dans le respect d'autrui, hommes et femmes. On a beaucoup parlé de la question de vêtements aussi. Dans certains secteurs comme les navires à passagers, justement, les marins sont en uniforme. Et vous allez voir que c'est une question à laquelle a été confrontée justement la Brittany Ferries récemment. Oui, bah alors là, c'est pas mal ce côté vêtements. Effectivement, c'était un gros souci des femmes officiers que j'ai pu avoir, même le lieutenant avec moi qui me faisait part de ça.
Il y avait des pantalons pas du tout adaptés pour faire le travail d'officier quand on charge dans un bateau, des pantalons sans poche, alors qu'on a des talkie-walkie, des petits carnets, enfin, etc. Enfin, et je me rappelle d'une lieutenante qui j'ai beaucoup travaillé, là, qui me disait mais comment on peut faire et comment quelqu'un peut imaginer pour mettre des pantalons comme ça. Enfin, donc effectivement, le matériel n'était pas très bien pensé des fois pour travailler, pour changer un bateau, par exemple. Mais là, on a eu des changements, on a eu une refonte totale de notre habillement. Donc, je n'ai pas encore vu ce que ça a donné, parce que ça arrive pas pour les personnels féminins. Mais en tout cas, ce n'était pas, effectivement pas toujours adapté au niveau, par exemple, pour travailler dans un garage de bateau. Voilà. Et les femmes l'avaient remonté, le personnel féminin l'avait remonté au niveau de la direction. Et il y a eu un changement qui a eu lieu, là, qui est en train de se faire au niveau de l'habillement. Parce qu'il y avait vraiment, voilà, les vestes n'étaient pas des vestes de coupe adaptées pour des femmes, voilà, il y avait des vestes d'uniforme, je parle. Et donc voilà, donc tout ça est en train de changer. Et l'évolution est en cours, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, c'était remonté comme quoi ce n'était pas adapté toujours. Voilà, donc l'évolution est en cours, mais donc ça fait plusieurs années qu'elles avaient fait remonter que l'équipement n'était pas adapté à elle. Et on reparlera juste après de l'apparence physique qui est requise des femmes à bord. On a fini la première partie, je ne sais pas si certaines personnes veulent prendre la parole, apporter leur témoignage. Johan, oui. À propos des vêtements, là, je suis un peu étonné qu'il y ait des problèmes, entre autres à la Britannique, parce qu'il faut savoir que, par exemple, au Havre, il y a des tailleurs spécialisés pour les uniformes. Moi, personnellement, je n'ai jamais été gêné. On nous prenait sur nos mesures, on nous faisait nos uniformes sans problème. Que ce soit d'ailleurs pour les uniformes de sortie ou aussi bien pour les combinaisons. Je crois que les combinaisons, c'était encore un peu plus difficile. Et dernièrement, les dernières années où j'ai navigué, j'avais des Ukrainiens à bord, comme personnel d'exécution, où on avait des mecs qui faisaient entre 1m90 et 2 mètres, qui pesaient 120 à 150 kilos. Comme on était en Australie, on reste en Australie, là il y avait quelques difficultés. Il fallait faire vraiment des combinaisons sur mesure. Et c'était vraiment les seuls problèmes qu'on n'a jamais eus. Hein. Effectivement, pour une femme, quand on donne une combinaison un peu grande, c'est pas très chouette, quoi. Oui, bah, en effet, il y a des magasins spécialisés, ouais, comme le Col Bleu ou à Brest aussi, pour les uniformes. Après, c'est vrai que là, c'est des tenues internes aux compagnies. Et bon, par exemple, à Génavire, nous, on a une tenue, en fait, c'est une tenue de travail, des bleus de travail, donc avec des coupes femmes. Voilà, ils ont des coupes femmes aussi. Mais donc c'est des tenues internes à la compagnie. Voilà, donc en fonction des compagnies, en effet, c'est pas forcément toujours très bien adapté. Je me rappelle plus à la CMA-CGM. Enfin, on avait des bleus de travail aussi, mais c'était... Ouais, c'était même pour tout le monde là. Et après pour les uniformes, en effet, on peut aller dans des magasins spécialisés qui proposent des tailles sur mesure. Mais c'est toujours assez compliqué ces histoires d'uniformes et d'habillement. Il parle de la force physique. Est-ce que maintenant il y a des femmes qui vont chercher les Maccabées en mer ou les migrants? Parler de la force physique, est-ce que maintenant des femmes vont chercher, comme il dit, les Maccabées en mer, les migrants, rechercher les migrants? Est-ce que les femmes participent à ce sauvetage? Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai une collègue qui a embarqué sur un des bateaux d'ONG qui vont au secours des migrants en Méditerranée. Et il y a des femmes sur ces navires. Ouais, on a entendu parler des capitaines allemandes aussi qui ont bossé aussi sur ces navires-là d'ONG qui vont au secours des migrants. Donc, il y a des femmes officières qui font ça. Et sur le pont également. C'est pas que des personnels soignants. Ouais. J'ai mon épouse qui a été contrôleur des pêches sur le patrouilleur le Thémis dans la Manche. Et bon, elle a été admise, elle a posé sa candidature, tout le monde était contre.
sauf une ingénieure là, des affaires maritimes qui a imposé sa place sur le bateau. Le commandant était contre, etc. Le Bosco était contre. Finalement, elle avait sa place. Elle a été très bien accueillie par l'équipage, qui avait été briefé, justement, pas plus faire de blagues de corps de garde. Enfin, ça a duré un moment. Après, elle a mis ses collègues à l'aise, et puis elle leur a dit, continuez à faire vos blagues, ça ne me dérange pas, je m'en fiche. Mais quand même, l'équipage a admis, il a dit que le Bosco, par exemple, il faisait faire des trucs à tout l'équipage, donc même aux hommes, qu'ils n'avaient jamais fait pour la pousser à bout et qu'elle craque finalement pour voir jusqu'où elle pouvait aller. C'était quand même assez bizarre. Mais il était très correct avec elle quand même. Mais l'équipage lui dit on n'a jamais fait des choses comme ça seulement depuis que tu es là. C'était un peu bizarre comme réaction. Et finalement, elle a passé 2 ans là-dessus. Et comme dit, ça revient, je rejoins Jean-Paul Elquin, elle le faisait, elle sautait dans un Zodiac, elle montait une échelle de pilote pour grimper sur un chalutier. Mais le Bosco a tout fait pour qu'elle craque. Même l'équipage en avait marre parce qu'il dit on fait des trucs qu'on n'a jamais fait avant que tu sois là. Oui, c'est voilà, en fonction des équipages, on est beaucoup plus testé, mis à l'épreuve que les hommes, ouais. Alors, ouais. Et, bon, c'est encore le cas parfois. Après, avec les nouvelles générations, ça a tendance à diminuer ce genre de comportement, quoi. Mais oui, ça, c'est des mises à l'épreuve, des tests pour voir si on va tenir ou pas, si on est à la hauteur, si on est capable. Et c'est une très bonne transition avec la deuxième partie. Ce qui m'a marqué dans les entretiens que j'ai pu faire, c'est d'ailleurs c'est toi, Enora, la première qui a mis un mot sur ça, c'est donc la charge mentale des femmes marins quand elles débarquent dans cet univers masculin. En fait, elles doivent tellement prouver qu'elles ont leur place à bord qu'elles ont le sentiment de devoir en faire 2 fois plus, en fait, de ne pas avoir le droit à l'erreur. Donc souvent, ce sont de très bons marins pour cette raison-là. Et c'est quelque chose qu'elles intériorisent dès le début de leur carrière et qu'elles intériorisent parce qu'elles ont des situations justement où on leur fait comprendre qu'il va falloir mériter sa place et qu'elles sont plus observées que les autres. On va écouter donc Pierre Blanchard qui est commandant de gazier et puis ensuite Fanny Hamon. Il n'y aura pas d'image au début mais c'est normal. Il y a une chose que j'ai remarqué moi, c'est que comme justement les femmes sont très peu nombreuses et dans un milieu où d'habitude elles ne sont pas là, la majorité travaille encore plus dur que les hommes pour montrer qu'elles méritent leur place. Et donc on a souvent des personnes qui sont très efficaces, qui sont très sérieux et parce que cette idée qu'il faut vraiment montrer qu'on n'est pas là par hasard. Donc ça, c'est très positif pour nous. On a eu beaucoup de collègues, femmes, sous mes ordres, et souvent des gens très, très performants et très sérieux, et avec cette volonté, cet acharnement au travail qui n'est sûrement pas étranger au fait que cette sensation qu'il va falloir montrer qu'on n'est pas là par hasard. Et en gros, moi, j'ai l'impression qu'on était plutôt à se dire, bon, il faut qu'on montre aux gars, enfin, inconsciemment, mais qu'on a notre place est là. Et le but, c'était pas de créer des histoires, quoi. C'était juste de leur montrer qu'on pouvait être collègues à part entière, etc. Et c'était plus ça. Enfin, moi, j'ai plutôt senti ça comme objectif de militantisme, on va dire, c'était faire en sorte qu'on accepte notre présence, quoi. Et au contraire, ne pas créer d'histoire et tout lisser pour que les gars soient contents qu'on soit là et qu'on mette de l'ambiance et enfin, pas plus que les autres, mais qu'on fasse partie de l'équipage, quoi. Et après, c'est l'évolution. Maintenant on va dire que les femmes, au niveau compétences, on accepte qu'elles soient là. Maintenant, il faut que ce soit pas dans la douleur et que ce soit pas avec des réflexions misogynes et discriminantes, etc. Je pense qu'il y a, ouais, il y a quand même moins le droit à l'erreur. Ça, je pense un petit peu. C'est-à-dire la moindre petite erreur, ça peut vite partir
en réflexion, alors que la même erreur par un mec ne serait passée inaperçue. On va dire qu'on peut vite passer. Alors, soit on a enfin, soit on a trop d'autorité, on passe pour les chieuses, soit on n'en a pas assez, mais ouais, du coup, ça peut partir en cacahuète. Euh, je pense que c'est plus dur de se placer, en effet. Oui, bah, voilà, je rejoins ce que dit Fanny aussi. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à naviguer, j'ai plusieurs fois été la seule femme à bord au sein de l'équipage. Donc, pour moi, enfin, voilà, j'essayais de me fondre dans la masse et de me faire remarquer le moins possible, alors sans me déguiser en homme, mais voilà, je voulais qu'on me considère comme un marin avant de me considérer comme une femme, et voilà, faire le moins de vagues possible, enfin voilà, et essayer de me fondre dans l'équipage et sans que ça pose de difficultés. Donc c'est ça, c'est quand même plus difficile de trouver sa place parce que voilà, il faut se faire accepter. Mais bon, en général, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, il faut faire quand même ses preuves pour se faire accepter, justement. Et on est voilà, plus mis à l'épreuve, plus testé que les autres. Donc ça demande quand même une certaine force de caractère et de la persévérance. Voilà. Et puis en fait, comme d'un embarquement à l'autre, souvent on change d'équipage, ben faut refaire ses preuves d'un embarquement à l'autre. Donc parfois c'est un peu fatigant, ouais. Dans notre imaginaire, on a l'impression que pour que la femme soit acceptée dans un milieu d'hommes, il faut qu'elle leur ressemble en tout point, y compris physiquement. Et je reviens du coup sur la question de l'habillement, donc gommer un peu tout ce qui pourrait être relevé de la féminité, mais qui pourrait être vu comme provoquant. Et dans sa thèse, Jasmina Stevanovic, elle prend un exemple, elle raconte qu'un commandant avait voulu bien faire et distribuer un petit guide à l'usage du personnel féminin. Évidemment, il n'y en avait pas pour le personnel masculin, dans lequel il donnait quelques conseils sur l'apparence physique, éviter de porter trop de bagues aux doigts, porter les cheveux attachés, pour descendre et monter les échelles, éviter les mini-jupes et les talons. Bon, voilà quelques exemples. Ça semble évident, et même pour beaucoup d'autres univers professionnels, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Voilà. Et donc, Enora, toi, tu as l'expérience des nouvelles générations où tu dis qu'elles se préoccupent beaucoup moins justement de cet aspect apparence. Elles sont beaucoup plus libres de comment elles s'habillent, tout simplement. Ouais, alors c'est un gros sujet, l'habillement à bord. Enfin, c'est en dehors des temps de travail, en fait, parce que quand on est au travail, on a l'uniforme ou le travail, mais c'est vrai que pendant les moments de repos, donc c'est vrai que, enfin, moi par exemple, je me suis jamais autorisée à porter une robe ou une jupe à bord. Enfin, bon, déjà pour une question pratique, en effet, mais même, enfin voilà, j'avais aucune envie de me mettre en robe à bord. Donc, et c'est vrai qu'en discutant avec Jasmina qui a eu l'occasion d'embarquer avec moi, en fait, je me rendais même pas compte que bah, je laissais toute une partie de ma personnalité en fait de côté quand j'étais à bord, pour justement ne pas faire de vagues ou ne pas susciter certaines choses chez les hommes. Donc en fait, enfin moi j'ai toujours fait très attention à la façon de m'habiller quand je suis à bord, et encore maintenant en fait encore d'autant plus en tant que commandante maintenant. Et c'est vrai que j'ai eu des discussions avec des hommes sur le sujet. Là c'était assez drôle parce que donc en effet là maintenant on a des jeunes femmes qui arrivent à bord, qui font partie voilà, des nouvelles générations pour qui l'habillement n'est plus vraiment une question. Et en fait, c'est vrai, ça devrait plus être une question. On s'en fiche un peu de comment enfin, voilà, il n'y a pas de code vestimentaire à proprement parler, à part quand on est au travail. Et donc,
j'ai eu le cas d'une lieutenante avec moi qui portait des jupes, et qui portait des jupes à bord, mais qui était complètement à l'aise dans cette tenue, et qui l'assumait complètement, et vraiment sans arrière-pensée, etc. Et des hommes sont venus me voir en me disant, parce que j'étais second capitaine à l'époque, et on me disait, bon, Enora, tu pourrais pas lui dire quand même que d'arrêter de mettre des robes, des jupes, nous ça nous gêne, ça nous, ils étaient embêtés, ça les troublait, je sais pas, ça les choquait, c'était assez drôle. Alors moi j'ai dit mais alors que à l'inverse, il y avait des hommes, les hommes se baladent régulièrement torse nu ou en caleçon, et ça choque personne. On ne pose pas la question à savoir si ça nous embête ou pas. Et donc j'avais dit, en fait, non, j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise et de lui faire une remarque sur sa tenue vestimentaire. À partir du moment où elle est bien comme ça, elle assume ça, voilà, c'est à vous, je l'aurais pas dit comme ça, mais après, c'est à vous aussi faut changer les mentalités à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour les plus jeunes, parce que après j'en ai parlé aussi à des plus jeunes matelots hommes, et ils me disaient, en fait, eux, ils avaient même pas trop remarqué, ils voyaient pas où était la question, ça les choquait pas du tout, et c'est vrai que pour eux, la question de l'habillement, c'est moins une question, en fait. Chacun a le droit de s'habiller comme il a envie, voilà, sans que ça pose problème aux autres. Mais voilà, c'est toujours quand même un sujet à bord, et parfois ça peut être assez drôle. Ça les renvoie en plus à leurs conditions de femmes, quoi, parce que justement les hommes en caleçon, on leur fait pas la remarque, on leur demande pas d'aller s'habiller un petit peu plus chaudement. Et c'est pas le seul cas. Il y a des traditions à bord qui subsistent que les femmes n'ont pas demandé. De vivre ensemble comme un équipage, de blaguer ensemble, je dis bien de blaguer ensemble. Ça reste sur un navire utile et peut-être même plus utile qu'ailleurs. Est-ce que quand on arrive au bureau le matin, on peut toujours faire la bise à son chef de service ou à sa chef de service comme on le faisait il y a quelques années, ou bien est-ce qu'on doit aussi se prémunir contre ça? Moi, je sais qu'à Génavire, alors ça m'a toujours saoulé, c'est ils veulent il y avait merci le Covid qui a fait disparaître ça, mais la tradition de faire la bise pour dire bonjour. Et or, sur un bateau, je trouve ça tellement ridicule. Tu te lèves, t'en as qui se sont levés à coucher à 4 heures du mat, tu sais pas quand est-ce que c'est le matin, la nuit, voilà. Donc, et puis bon, on est nombreux, je trouve ça tellement ridicule. Puis t'as pas envie, en fait, tu fais pas la. Et, euh, et ça, moi, à chaque embarquement, j'essayais dès le début de dire non, moi, je fais pas la bise, je dis bonjour, évidemment, ou je serre la main, ou. Et il y en a vraiment à qui ça plaisait pas, hein, qui étaient vexés, quoi. Vexés que une nana, la nana doit servir à. La nana de l'équipage doit servir à donner le petit bisou du matin à tous ceux qui en ont envie. Mais je pense que c'est inconscient parce que on va dire les personnes que j'inculpe de ces trucs-là, c'est vraiment pas les mauvais goûts en plus. C'est juste des gens c'est des gentils, mais qui n'ont jamais trop réfléchi aux conséquences de leur demande, de leur sollicitation sur nous, quoi. Mais ouais, généralement c'est vraiment pas les plus méchants, quoi. Mais qui peut-être aussi à qui on n'a jamais expliqué que pour nous, ça nous faisait chier, souffrir, qu'on n'était pas là pour ça, etc. Et ça se retrouve aussi dans le fait que la femme, on va souvent l'associer à l'éthique du care à bord, donc le fait qu'elle aurait plus d'attention à autrui, de soucis des autres, et donc que c'est elle qu'on va aller trouver quand on a besoin de se confier ou pour faire passer des messages. Toi et Nora, on t'a déjà demandé tiens, tu pourrais aller voir un tel, ça passera mieux avec toi qu'avec un marin homme. Oui, ça m'est souvent arrivé, ça m'arrive encore, mais oui,
pas mal sollicité pour ça, ouais. Parce que, ouais, selon les tempéraments, mais c'est vrai qu'on sert beaucoup plus facilement de confidente, voilà, de psychologue, et parce qu'on est une femme et qui se confie plus à moi. Et c'est vrai que souvent on m'a demandé, bon, oui, pour régler des conflits, des petits conflits ou d'autres histoires. On m'a souvent demandé, bon, Nora, vas-y, parce que en fait, ça passera mieux avec toi, ils vont t'écouter. Bon. Voilà. Et c'est drôle, ouais. Et c'est cette question, oui, comme dit Fanny, là, merci le Covid, parce que faire la bise à tout l'équipage le matin, c'était assez pénible. Et ça, c'est un peu passé de mode, là. Donc, mais oui, enfin, voilà, on a beaucoup de sollicitations. Et ça rajoute aussi à la charge mentale, tout ça, ouais. Voilà, on est très sollicité par rapport à tout ça, ouais. Oui, Fanny, elle dit même combler le manque affectif en fait des marins hommes, parfois pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, la femme à bord la femme marin peut servir à ça aussi, ou endosser le rôle de la psy un peu du bord. Après, j'imagine que ça peut dépendre de la personnalité aussi de chacun, homme ou femme. Quand il n'y avait pas de femme à bord, j'imagine qu'il y avait peut-être un homme qui était plus à l'écoute des autres, une oreille attentive, etc. Et puis parfois, les femmes, elles font les frais des marins qui sont trop insistants ou qui sont psychologiquement instables. Et ça donne des situations dont on peut imaginer qu'elles sont très difficiles, très inconfortables à vivre. Ma grande anecdote qui a débuté à mon tout premier embarquement, c'était j'étais sur un porte-conteneurs sous pavillon international, donc il n'y avait pas de Français à bord. Les officiers étaient croates et l'équipage était philippin. Et là, au milieu d'embarquement, je m'apercevais que je perdais au fur et à mesure de mes machines à laver, qui sont les machines à laver communes, là, je perdais systématiquement une ou deux culottes à chaque machine. Et puis, à un moment, j'en avais plus, quoi. Donc, je commençais à stresser. Et donc là, et puis ça m'avait vexée et puis énervée. Et donc là, là, pour le coup, je l'avais déclaré au grand jour. J'avais mis une grande affiche dans la buanderie en disant si vous passez à côté de mes culottes, je les veux bien. Et donc, en effet, c'était un détraqué de l'équipage qui avait sûrement pas vu de femme depuis des années et enfin, des mois en tout cas, peut-être pas des années, mais. Et puis voilà, qui était un peu fanatique de mes culottes, quoi. Ouais. Après, il m'a jamais. Ah, si, il avait été un peu lourd. Si, sur des escales, il avait été un peu lourd, mais jamais. Jamais. C'était jamais allé plus loin que ça. Et donc, là, j'avais quand même eu un gros soutien de l'équipage, en fait. Ça a été assez intéressant parce que le capitaine m'avait reçu, m'avait bien soutenu, m'avait dit que le moindre problème, fallait que j'aille le voir. Et après, j'avais eu un soutien de l'équipage où il y en avait qui m'avaient, à une escale, ils étaient allés m'acheter des culottes. Mais voilà, donc ça, c'est rigolo. Enfin, c'est à la fois c'est triste et rigolo. Enfin, c'est-à-dire que j'en ai pas souffert parce que j'ai été soutenue par l'équipage à côté. C'est sûr que s'il y avait eu une sorte de ligue, là, ça aurait pu devenir un enfer. Et puis et puis ma sensibilité. Enfin, je pense que la sensibilité aussi, elle s'affine. Plus tu t'en prends, justement, plus tu t'en prends plein, ou tu as l'impression de t'en prendre plein la tronche, plus tu deviens sensible. Et puis, il y a un moment, le moindre truc, ça pète, quoi. Et moi, comme depuis le début, je suis pas très sensible, j'y a jamais eu le vase qui a débordé, qui a débordé. Sauf quand même, je suis en train de me dire que, ouais, si j'ai eu quand même un embarquement chez France Télécom avec un second qui a été très, très insistant. Voilà, je pense que j'aurais pu, si c'est vrai, cette histoire-là, elle était quand même, c'était quand même pas rien. C'était un embarquement où il y avait alors moi j'ai pas été trop embêtée par lui, mais j'étais élève et l'officier avec qui je bossais, qui était une nana aussi,
il nous faisait souvent, enfin, ou en tout cas, sa réflexion préférée, c'était de dire qu'il aurait adoré qu'on fasse le quart en tenue de soubrette. Et par contre, le second, qui était à peu près sur ce même embarquement-là, je crois, lui, il m'a vraiment dragué pendant des mois, des mois. Et là, je pense que si c'est pareil, moi je l'ai pris comme, enfin, je sais pas, j'ai fait l'autruche et je lui parlais gentiment, j'esquivais ses avances, etc. Je pense que si j'avais été quelqu'un d'autre, j'aurais pu assez vite dire à la compagnie, non mais celui-là, il est taré. Il est taré, faut le. Il était gentil en fait, mais ouais, il était psychologiquement pas très stable, quoi, et sûrement dans des histoires de divorce, de je sais plus quoi, je me rappelle plus trop. Au début de son entretien, Fanny m'avait dit qu'elle avait jamais été victime de harcèlement sexuel, mais en fait, au cours de l'entretien, on se rend compte là que les faits qu'elle rapporte pourraient s'apparenter à ça. C'est une limite qui est difficile à fixer et ça dépend de la sensibilité aussi de chacun. Et Nora, tu me disais qu'effectivement, vous deviez parfois développer des techniques d'évitement un peu à bord pour ne pas vous retrouver seul avec un tel ou un tel, et aussi que vous pouviez, entre femmes, vous donner un peu vous passer le mot sur certains marins qui, voilà, je l'ai repéré sur tel embarquement, il n'était pas très clair. Oui, alors, voilà, c'est sûr, on a tout été un jour ou l'autre confrontés un peu à des situations comme ça. Après, quand on est la seule femme à bord, c'est encore un peu plus délicat. Mais oui, c'est sûr qu'on a tout été confrontés à des sollicitations comme ça et qu'au fur et à mesure, oui, on adopte des techniques d'évitement pour pas se faire embêter. Et voilà, pour se protéger, on est obligé. Donc voilà, ça arrive. Alors heureusement, ça arrive pas à chaque fois, mais ça arrive de temps en temps. Et on a toutes été confrontés à ça à un moment donné de notre carrière. Et le vol de sous-vêtements, c'est un peu un classique. Moi, je me suis aussi déjà retrouvée à aller chercher mon linge dans la buanderie. Et là, il y avait le Bosco, donc le maître d'équipage, qui était en train de plier mon linge, dont mes petites culottes. Alors, je lui avais rien demandé du tout. Je dis, mais enfin, je n'avais pas compris. Et j'ai dit, non, mais je vais m'en occuper, ça va aller. Et des situations assez gênantes. Voilà, je sais pas, enfin, je pense qu'il aurait pu être mon père, je pense qu'il le faisait de façon bienveillante, mais bon, c'est un peu gênant. Voilà, donc on a tout un peu des anecdotes comme ça, et sur les questions d'insistance, de harcèlement un peu, même si moi, comme Fanny, je suis pas très sensible à tout ça et que ça a plutôt tendance à me couler dessus, enfin, à me passer un peu au-dessus. J'en fais pas tellement cas, mais voilà, on est obligé de toujours faire un peu attention et d'adopter des techniques de protection en fonction des individus. Et c'est vrai que bah oui, on se fait passer le mot quand il y a des individus qu'on ciblés là, on fait passer le mot aux autres pour voilà, une espèce de solidarité féminine entre marins, mais en général, il y a quand même une grande solidarité dans un équipage. Donc, quand il y a un individu qui pose problème, moi, je sais que aussi j'étais protégée par les autres hommes de l'équipage. Donc, voilà. Mais voilà, après, quand ça devient plus grave, que ça dérape et tout ça, il y a un adage à bord des navires qui est ce qui se passe à bord reste à bord, et c'est encore le cas aujourd'hui, sauf qu'il faut plus que ça se passe comme ça en fait. Ce qui se passe à bord, s'il y a des choses graves qui se passent à bord, il faut que ça sorte, et faut que ça sorte du bateau, et que les victimes soient entendues. Justement, c'est ce qui s'est passé. Donc, en octobre 2021, il a été révélé que 3 femmes employées de chez G-Navire
avait révélé des faits ou voulait dénoncer des faits de violences sexuelles de différentes natures qui se seraient déroulés à bord entre 2013 et 2019. Est-ce que tu peux nous résumer l'affaire, sachant que tu es chez Geneviève, donc tu es soumise au droit de réserve? Oui, d'autant plus que maintenant, en tant que commandante, je suis représentante de l'armateur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un commandant de l'armement qui a été signalé par 3 femmes officières de la compagnie, qui a été signalé pour des agissements de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Et donc... en fait, ça a été compliqué parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu ce genre de signalement. Et puis, l'armement n'était pas préparé. On n'avait pas de procédure. Donc, on ne savait pas trop comment s'y prendre sur ces questions-là. Et donc, il y a un commandant et un chef mécanicien aussi qui lui, a fait l'objet de plusieurs signalements d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle aussi. Et ce gars-là avait déjà été signalé quelques années auparavant, et puis c'était pas passé grand-chose pour lui. Donc on l'avait identifié, on le connaissait, et puis en plus, c'était pas forcément le mauvais bougre, il était très lourd avec les filles par moment, on le savait, et on essayait de l'éviter. Et il se passait pas grand-chose. Mais donc donc ces 3 femmes officières, là, elles ont décidé de parler et que ça sorte du bord. Donc les 2 officiers incriminés là ont été licenciés. Il y a eu des procédures, etc. Mais c'était assez compliqué parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les armements ne sont pas forcément préparés encore à ce genre de situation et n'ont pas forcément les clés pour réagir face à ça. Et puis ce qui est très compliqué, c'est qu'on vit en huis clos sur un bateau. Donc l'enjeu, c'est de mettre les victimes hors de danger, les protéger. Sauf que quand on est en pleine mer, c'est pas forcément évident. Et voilà. Donc ces faits qui se sont passés à Génavire, en fait, c'est des histoires qu'on peut entendre, je pense, dans n'importe quel armement, en fait. Sauf que là, les filles ont décidé de parler et ont mobilisé la presse, tout ça. Et c'est très bien parce que ça fait avancer les choses, mine de rien, et qu'il y a une réflexion autour de ça maintenant, notamment lors des rencontres armateurs, et qu'il y ait aussi une prise de conscience dans le milieu maritime, que le milieu maritime est aussi touché par ces questions-là. Le contexte particulier à bord, c'est le huis clos, le fait qu'on va continuer en fait à croiser son agresseur tous les jours. Tout le monde sait où est la cabine d'un tel, tout le monde sait à quelle heure elle sera sur la passerelle pour son quart. Donc c'est aussi un milieu qui est très hiérarchisé, donc il faut avoir vraiment confiance dans sa hiérarchie pour oser prendre la parole. Il n'est pas forcément facile de contacter l'extérieur par téléphone, notamment sans prévenir sa hiérarchie. On va écouter le témoignage de Pierre Blanchard, donc commandant, et puis de nouveau Fanny. Ouais, je tiens à préciser que ces questions-là, elles existent depuis toujours, et que c'est pas seulement avec l'arrivée des femmes que ces questions sont apparues, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de harcèlement aussi, de harcèlement moral et même parfois de harcèlement sexuel aussi. Donc c'est une question qui touche tout le monde et pas seulement les femmes, bien sûr, et que c'est une question qu'il faut prendre en compte très sérieusement pour tout le monde. Et puis la libération de la parole bénéficiera aussi aux hommes. Ce qu'il faut comprendre dans ces histoires, c'est que ce qui se passe sur les navires, c'est la même chose qui se passe à terre. Je ne pense pas qu'il y ait plus ou moins, mais le contexte est quand même différent. Et on coche toutes les cases pour avoir la possibilité, disons, la facilité, si je puis dire, d'avoir des situations difficiles
puisqu'on a l'isolement, la hiérarchie forte, on a un environnement très, très masculin et un rapport en nombre aussi qui fait que généralement il y a une femme, voire deux, sur les navires pour 20 ou 25 hommes. Donc tous ces facteurs de l'environnement de travail qui font que ça peut amener à des situations compliquées. Et si malheureusement une situation se présente, il y a beaucoup moins de facilité pour s'en sortir qu'à terre, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur extérieur, ce genre de choses. On est entre nous, et donc si jamais l'agresseur se retrouve être quelqu'un haut placé dans la hiérarchie, ça peut être très compliqué de dénoncer les faits, de se faire entendre. Donc ça peut être des situations, on imagine, très très difficiles pour la victime, évidemment. Mais encore une fois, c'est pas, pour moi, c'est pas le fait que le marin soit spécialement plus bête que les autres, c'est juste le contexte qui fait que il faut aussi se rendre compte quand on est à bord, les Philippins, par exemple, ou certaines nationalités, ils sont 9 mois à bord, ils ne voient pas une femme pendant 9 mois. Ça, c'est très particulier, je veux dire, à part les prisonniers, peut-être, et encore, il y a très peu de gens qui vivent comme ça pendant des mois sans voir une seule femme. Ça peut paraître idiot, mais c'est quand même marquant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué mes premiers embarquements. J'ai fait des embarquements qui duraient 5 mois. Quand j'ai débarqué, la première chose qui m'a marqué sur le quai, c'est dans l'aéroport, il y a des femmes, en fait. Ça faisait des mois que je n'avais pas vu une femme. Et donc, il faut aussi comprendre que, forcément, donc s'il y a une femme qui arrive sur le navire, d'un coup, voilà, c'est un choc, il y a un truc, et ça peut entraîner des comportements un peu reptiliens, un peu. Mais le contexte est particulier. C'est ça que je veux dire. Ça n'excuse pas du tout, bien sûr, ça ne peut pas excuser aucune agression ou comportement qui soit répréhensible, bien entendu. Mais c'est quand même un contexte très particulier. Parce que être isolé comme ça entre hommes pendant des mois et d'un coup une femme arrive, et ben, effectivement, ça change les choses. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est neutre, quoi. Moi, je pense que si j'avais vécu ce qui leur est arrivé, je n'aurais jamais rien dit. Parce que je veux dire, il n'y a pas eu d'agression, à ce que j'ai compris. C'est vraiment du harcèlement moral. C'est quelque chose de latent, de sournois, qui est hyper désagréable. Et je les félicite d'avoir sorti ça grand jour. Mais je crois que moi, j'avais pas le caractère. Alors après, elles étaient trois, etc. Elles se sont unies pour être plus fortes. Mais moi, je sais que j'aurais jamais. D'ailleurs, le capitaine qui avait été en cause, qui a été inculpé, je le connais, j'ai pas mal navigué avec lui, et en effet, j'aime pas ce mec-là. Après, bah voilà, j'ai rien dit. J'ai sûrement esquivé pas mal de ses avances, mais bon, voilà, mais ça m'a pas choqué plus que ça, quoi. Oui, ça doit être horrible de sentir qu'on peut rentrer dans sa cabine à tout moment, de ne pas dormir serein. Ça doit... Les victimes qui ont vraiment subi des agressions sexuelles, là, ça doit être horrible. Puis en plus, tu croises les gens vraiment, enfin, dépendant de quel service, mais tu peux, ouais, c'est ça, tu peux pas t'échapper, quoi. Si t'es lieutenant ou second, tout le monde sait très bien que à telle heure, t'es en passerelle, t'es à ton quart, enfin, et que ta cabine, elle est là, et que Et ouais, non, c'est une petite prison, hein. C'est sûr que c'est à la fois ça peut devenir une prison si si l'ambiance est délétère, ouais. On a quand même deux comparaisons avec le milieu carcéral, du coup, dans ces deux témoignages. Donc la responsabilité de la hiérarchie, elle est très importante. Et justement, Pierre Blanchard, dans l'article du Monde qui est sorti sur l'affaire Génavir, dit que lui, on lui a rapporté 2 ans après un embarquement, une femme qu'il connaissait bien, en plus qu'ils étaient de la même ville, qui ne lui avait rien dit sur le moment, mais 2 ans plus tard, elle est partie de la compagnie, et l'agresseur aussi d'ailleurs, et elle lui a dit que cet embarquement-là, s'était très mal passé pour elle, parce que quelqu'un venait gratter à sa porte tous les soirs, elle se faisait vraiment harceler, mais sur le moment, elle n'avait rien osé dire, et du coup, lui, ça l'interroge sur sa pratique en tant que commandant, quoi, voilà, d'être
plus attentif à ça. Après, il dit aussi effectivement que les commandants ne sont pas psychologues et que c'est difficile d'être focalisé sur ce sujet quand il y en a plein d'autres à traiter. D'ailleurs, on peut souligner que depuis 2020, il existe un centre ressources d'aide psychologique en mer, le CRAPEM, qui est à Saint-Nazaire, qui a été instauré notamment pour aider la santé mentale des marins pendant le Covid, mais qui peut aussi être compétent sur ces questions-là. Et finalement, du fait que cette hiérarchie elle est très forte, on peut avoir l'impression que la seule manière d'être vraiment sûr qu'il ne se passe rien à bord, c'est d'être une femme qui est commandante ou chef mécanicien. Parce que jamais on ne va oser s'attaquer entre guillemets à la fonction la plus haute du bord. Et c'est peut-être aussi pour ça que les femmes sont mieux acceptées dans les fonctions, donc en tant qu'officières, dans les fonctions plus hautes de la hiérarchie. Donc maintenant, il faudrait qu'il y en ait de plus en plus aussi dans les fonctions d'exécution dans l'équipage, et puis en tant que second capitaine, puisque c'est lui qui s'occupe, qui a la responsabilité de l'équipage. Ouais, après même moi, en tant que second capitaine ou commandante, parfois il y a des choses qui m'échappent et que je détecte pas à bord. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu de la responsabilité de tout le monde, parce que on n'est pas tout le temps là sur le pont où on peut pas être partout. Donc forcément, il y a des situations de mal-être qui nous échappent, et si on vient pas nous dire ou s'il n'y a pas quelqu'un qui fait le relais, on peut passer vraiment à côté de certaines choses. Voilà. Et parce que même en ayant une femme au plus haut poste, il peut y avoir des femmes sur le pont qui ont des difficultés et qui ne vont pas forcément non plus aller le dire, qui auront peur de parler. Enfin, voilà. C'est la question du signalement, tout ça, c'est encore, c'est encore assez délicat, et c'est pour ça que c'est chacun à bord qui doit être attentif à ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur ces sujets-là ? Alors l'affaire de Genavir, ça a été magnifique pour nous, parce que maintenant, les marins parlent. Donc, je suis médecin des gens de mer, donc je m'occupe des marins, je fais la visite médicale des marins qui viennent me voir une fois par an à peu près. Et donc les femmes et les hommes, maintenant, osent me parler. Et l'histoire des petites culottes, c'est incroyable. C'est arrivé à un nombre de femmes, mais c'est incroyable. Et ce qui m'inquiète, moi, beaucoup, alors c'est vrai qu'au long cours, c'est important, surtout quand les femmes me racontent, et les hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, et il y a des fois où on se rend compte que le mal-être est tellement important qu'on n'a pas été loin d'un drame. Hein, il y en a vraiment, et le problème, c'est que souvent, ça peut être le commandant qui harcèle. Et quand c'est le commandant qui harcèle, eh ben, le second ou le lieutenant, il fait quoi ? Il n'a pas grand monde à qui Donc souvent, heureusement, il y a encore ils peuvent appeler à l'extérieur, donc avec l'aide de leur famille, ils y arrivent. Mais c'est vrai que c'est très important de savoir que dans les bateaux, vous êtes 24 heures sur 24 dans un milieu qui est clos, et la prison n'est pas loin. Hein. Moi, je suis d'accord sur la comparaison. Ce qui fait qu'il y a encore à terre, quand on a vraiment des gens qui ont un mal-être au travail, ils ont cette possibilité de sortir du boulot, hein, de sortir et puis même éventuellement de se mettre en arrêt. Là, en bateau, c'est non. On est 2 mois ou 3 mois harcelés, donc ça peut devenir vraiment très, très, très délicat. Voilà, et donc il y a autre chose qui m'a aussi vraiment interloqué depuis Genavir, c'est que, bon, peut-être que je suis un petit peu plus sensibilisée et que je pose plus la question, mais c'est chez Brittany Ferry, tous les saisonniers, les pauvres gamines qui vont faire le boulot de saisonnière sur les bateaux, c'est infernal. Elles vivent un calvaire, enfin pas toutes, mais beaucoup vivent un calvaire assez impressionnant. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Merci Genavir, parce qu'on est en train vraiment de travailler dessus, et j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Mais c'est vrai que les armements ne sont pas du tout préparés à ça.
Non, mais en effet, c'est pour ça que je vous en avais parlé aussi lors d'une visite, parce que c'est vrai que les médecins des gens de mer peuvent être une ressource aussi pour nous quand si on a besoin. Et donc oui, et puis il y a ce centre-là de soutien psychologique là et ça, le CRAPEM à Saint-Nazaire, ça c'est super aussi parce qu'on peut les appeler 24 heures sur 24 où qu'on soit, et donc ça peut être un bon soutien aussi en cas de crise. Et mais oui, donc du coup c'est vrai que depuis cette affaire, ouais, ça a fait bouger les lignes quand même, et donc ça va dans le bon sens. Mais voilà, ouais, les armements sont encore pas trop préparés à tout ça. Donc c'est encore un peu compliqué. Oui, c'est la question que je voulais poser parce que sur d'autres affaires en dehors du milieu marin, je pense à MeToo politique, dans le monde de la culture, on voit que se mettent en place des procédures quelque part. Si vous êtes témoin d'un comportement sexiste ou de harcèlement, voilà, je vois des textes qui apparaissent par exemple dans les murs dans certaines assos, voilà, ou juste pour informer les personnes que sur un lieu de travail, il y a des comportements qui ne sont plus admissibles. Il y a des textes de loi qui sont écrits dans ce sens-là. Et je me demandais, est-ce que dans le monde maritime, ça pourrait être imaginable de voir ce genre de texte affiché à l'embarquement, où du coup ça appelle à une sensibilisation des regards, qu'on soit témoin ou victime. Et voilà. Et pareil sur la prise en charge de la parole du point de vue de la capitainerie, j'imagine. Voilà, comment est-ce qu'il y a pas des formations à suivre, tout un courant à mettre en place, et où on en est. Voilà, c'est le fond de la question. Tu peux raconter ce qui a été fait du coup depuis, parce qu'avant il n'y avait rien du tout chez Genavir. Donc qu'est-ce qui a été mis en place effectivement comme procédure? Ouais, donc en effet, donc voilà, ouais, il y a des procédures et des formations qui ont été mises en place au sein de l'armement. Donc et notamment la nomination aussi de référents harcèlement au sein des marins et au sein de la capitainerie d'armement. Donc moi je fais partie des référentes harcèlement pour les marins de Genavir. Donc les marins peuvent me contacter à tout moment s'ils ont besoin, voilà, par téléphone ou par mail. Et donc les référents harcèlement de la compagnie sont avec leurs contacts sont affichés à bord de tous les bateaux. Et ensuite il y a eu aussi une campagne de sensibilisation avec de l'affichage, des formations. Maintenant il y a des formations qui ont été mises en place pour tous les marins. Donc moi j'ai fait partie de la première vague de formation, donc une formation qui a été créée spécifiquement pour les marins de Genavir sur le sujet, voilà, pour sensibiliser tout le monde sur la question. Et donc au niveau procédure, donc on a une procédure qui est sortie maintenant et qui est identifiée, qui est à bord de tous les bateaux. Donc il y a plusieurs moyens de faire un signalement en fonction de la situation, parce que voilà, en effet, si c'est un supérieur hiérarchique, et puis on ne va pas forcément spontanément aller se confier à un supérieur hiérarchique. Donc il y a plusieurs biais pour faire un signalement. Donc ça peut être très bien se confier à un autre membre de l'équipage en qui on a confiance et qui va relayer l'info à terre. Donc on a un référent harcèlement à terre aussi. Et après, selon les situations, donc on va mettre en place, donc déjà essayer de protéger la victime tant qu'on peut, et assez rapidement faire donc un travail d'enquête aussi. Alors sur les situations notamment de harcèlement sexuel ou d'agression, on fait appel à une société extérieure qui est spécialisée dans les questions de risques psychosociaux, voilà, des psychologues pour faire des entretiens pour mener l'enquête en fait. Et moi en tant que référente harcèlement, en fait je suis en charge de veiller à ce que la procédure se déroule correctement dans les temps, etc. Et voilà, que ça se déroule, avoir un peu un œil extérieur sur ce qui se passe. Et voilà, mais c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas du tout formé nous à ça, on n'est pas psychologue, et donc c'est pour ça que c'est bien aussi que ça soit extériorisé par moment, voilà, que ça soit suivi par des professionnels.
Après, il se peut qu'il y ait que ça se gère en interne aussi, selon la gravité de la situation. Mais donc voilà, il y a des choses qui ont été mises en place depuis et je pense qu'ils fonctionnent. Voilà, ça va aider en tout cas à éviter d'autres situations de crise comme on les a vécues, quoi. Oui, c'est intéressant que cette problématique soit abordée en ce moment, en tout cas, puisque le mois de novembre, c'est le mois orange contre les violences faites aux femmes. Donc, si vous avez peut-être remarqué à Paimpol qu'il y a des murs avec une exposition extérieure sur justement les violences. Et il y aura à la fin du mois aussi des temps forts là-dessus. Donc, ça tombe vraiment bien que la problématique soit abordée en ce moment. C'est sûr que le milieu marin est encore plus, c'est peut-être plus difficile d'aborder et de détecter ce genre de problème, hein, comme tu dis, Nora, mais ça avance, enfin, apparemment, quoi, dans la jeune génération. Oui, ça avance, et puis, ouais, bien sûr. Mais voilà, je tiens encore à préciser que voilà, c'est pas dans le milieu maritime, là, les femmes ne sont pas les seules victimes non plus, ouais, et qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent de mal-être au travail, donc c'est voilà, toute des mentalités à changer, à faire évoluer, et voilà, beaucoup de pédagogie, ça bouge doucement, mais ça bouge quand même, et c'est vrai que c'est dans les formations, on rappelle aussi que c'est de la responsabilité que chacun, qu'il faut être attentif aux signes de mal-être voilà, autour de nous, enfin, en tout cas à bord, et voilà, ouais, bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'ai tenté un peu de faire un peu de la prévention comme ça à bord avec l'équipage sur ces questions-là, en rappelant vraiment les définitions. Parce que en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein en fait qui étaient complètement à côté de la plaque par rapport à toutes ces questions-là. Enfin, moi, la première, d'ailleurs, je m'étais jamais vraiment trop penchée là-dessus. Et donc déjà, rappeler les définitions, qu'est-ce que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agressions, tout ça. Et les peines encourues en fonction des situations. Donc déjà, remettre un peu le contexte et puis les lois qui existent. Et voilà, faire de la prévention comme ça, mais c'est vrai que là, du coup, j'ai souvent eu la réflexion à bord. Donc les marins qui sont un peu perdus maintenant, ils disent mais en fait, alors maintenant on peut plus rien dire, on sait plus comment se comporter, on sait plus quoi dire. C'est souvent la réflexion qui revient. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, mais voilà, ça bouge quand même. Juste pour aller un peu plus loin sur les... Enfin, je vous demandais sur quels dispositifs sont mis en place, par exemple, en termes de sanctions, on peut avoir, je sais pas, un rappel à l'ordre ou un truc. Est-ce qu'il y a des choses aussi en interne qui se font avant de parler de procédure judiciaire ? Oui, bien sûr, il y a des sanctions disciplinaires en fonction des situations. Donc, il y a une grille de sanctions en fonction de la gravité des faits. Et oui, il y a des mises à pied, des sanctions disciplinaires, des avertissements. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui existent en fonction de la situation. Ouais. Mais ça déjà depuis longtemps en fait. Mais, ouais. Par rapport aux politiques des compagnies qui évoluent quand même positivement, il y a un rapport en 2021 qui a interrogé 500 compagnies mondiales. Et dans ces 500, il y en a 44% qui disent avoir mis en place une politique pour l'égalité des sexes. Et toujours sur 500, il y en a 178 qui assurent la diversité dans les équipes de recrutement, 81 qui proposent des formations sur la question, 39 qui demandent des CV anonymes aux entretiens, et 17 qui ont une politique de quotas par sexe.
Et puis pour ce qui est des écoles, là j'ai vu que le NSM a organisé une formation de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en faisant intervenir une association à la fois pour le personnel administratif mais aussi pour les enseignants, les étudiants. Donc ça avance. Oui, là maintenant ils ont intégré aussi ces formations dès l'école, donc c'est bien. C'est une bonne chose, ouais, mais c'est vrai que voilà, c'est un milieu, comme on disait, encore très masculin avec une ambiance, une ambiance qui était assez banalisée et puis qui paraît normale, sur les navires, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses maintenant qui sont plus vraiment acceptables et puis en fonction des sensibilités qui peuvent heurter aussi certains ou certaines. Enfin, on parlait hier aussi des affiches de femmes nues en fait qui sont encore largement répandues sur les navires dans les espaces communs. Voilà, c'est encore une grosse pratique et donc ça, nous, on est censé fermer les yeux là-dessus, mais en fait, ça peut vraiment heurter certaines ou certains même. Voilà, alors moi j'avais proposé une fois de mettre un calendrier du 15 de France là pour balancer, pour équilibrer un peu. Mais voilà, c'est toute une ambiance comme ça. Alors c'est vraiment pas la majorité des marins qui sont comme ça, heureusement, mais c'est vrai qu'il suffit d'un pour que ça pourrisse un peu l'ambiance et qu'il y ait des dérapages, quoi. Et on ne peut pas, en tant que commandante, demander à ce qu'on enlève les affiches de femmes nues. Si, bien sûr. Mais faudrait... Oui, mais c'est ce que je fais d'ailleurs. Voilà, gentiment, parce que je ne veux pas les brusquer non plus, mais oui, je leur demande ou je les enlève moi-même. Voilà. Les mettre dans leur chambre, après, dans les oui, c'est espaces ça. Après, communs, ça peut être dans les cabines, chacun fait ce qu'il veut dans ses cabines, mais dans les espaces communs, voilà, ça n'a plus lieu d'être. Ouais. Mais je ne sais pas si on ose, en tant que commandante, femme, de demander ça. Si, moi, je vous dis, je le fais déjà, ouais. Je rajoute un petit mot à ce que tu viens de dire, là. Moi, j'ai commandé 20 ans, j'ai jamais autorisé quoi que ce soit de ce genre de photos ou autre, ou propos malsains, et en fait, j'en ai jamais vraiment vu. En 20 ans, dans les lieux communs. Ok, c'est assez rare parce que c'est vrai que j'ai navigué dans plusieurs compagnies et c'était assez récurrent, surtout à la machine en fait. Moi j'en ai vu sur un bateau de ma compagnie, il paraît-il, l'atelier machine était couvert de pin-up plus ou moins dénudés. Et une nuit, il y a 2-3 femmes à bord qui, paraît-il, sont descendues, avaient découpé des petits soutiens-gorge, des petites culottes, avaient recouvert toutes les photos et ça avait fait rigoler tout le monde. Oui, c'est pas mal, c'est une bonne réaction. Elles avaient pris ça avec subtilité. Si on conclut peut-être sur comment on pourrait faire pour inspirer plus de jeunes filles à rejoindre ce secteur, malgré tout ce qu'on vient de dire, que ça ne les décourage pas. Il y a quand même un travail qui est fait par l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale. Ils ont un programme en faveur de l'égalité des sexes depuis 1988. Je ne sais pas si on peut juger de la réussite ou non, du coup, mais ils mettent en œuvre l'objectif de l'ONU pour le développement durable, qui est l'objectif qui concerne l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Ils financent des formations maritimes, notamment pour les femmes dans les pays en développement. Et puis, je crois que c'est depuis cette année l'organisation de la Journée internationale des femmes dans le secteur maritime, donc le 18 mai. Il y a des vidéos de communication aussi qui sont faites de plus en plus. Ils mettent à disposition une banque d'images aussi de femmes en situation de travail pour qu'on puisse plus dire que on n'avait pas la photo qu'il fallait pour le flyer ou la brochure. En France, il y a le cluster maritime français et une association qui s'appelle Elle Bouge, qui organise les ailes de l'océan. Donc là, c'était en juin. Et l'idée, c'est de faire des portes ouvertes d'entreprises en fait, du secteur maritime pour les jeunes filles qui souhaiteraient rejoindre ce milieu-là. On a aussi des réseaux qui se mettent en place, des associations de femmes du secteur maritime ou paramaritime.
Justement, comme je disais, les femmes sont de plus en plus représentées dans les supports de communication, à la fois des armateurs, de l'ENSM. Et puis ce qui serait bien, c'est aussi que justement les femmes soient de plus en plus présentes dans les réseaux qui existent déjà en fait. Par exemple, à l'AFCAN, il n'y a qu'une adhérente femme. Après, c'est proportionnel aussi au nombre de femmes qui sont capitaines de navires. Et puis peut-être mettre en valeur aussi des ambassadrices. Donc comme nous disait Erwan Richard de la Brittany Ferries, la première commandante, elle a été très sollicitée. Toi et Nora aussi, même aujourd'hui, on te met en avant aussi pour ça. Alors après, c'est vrai que ça ramène du coup toujours à la condition de femme. Si on les met en avant, c'est que c'est pas encore normal que telle femme ait accédé à tel poste, mais ça permet quand même d'en faire parler, notamment dans les médias habituels. Et puis c'est un sujet qui est un sujet global d'éducation, de faire comprendre aux filles qu'elles peuvent rentrer dans ces métiers un peu scientifiques, un peu techniques, donc les présenter dans les lycées maritimes, dans les collèges aussi d'enseignement général. Et puis les ENSM, les diplômés, ils bénéficient du titre d'ingénieur, donc même si elles ne naviguent pas toute leur vie, c'est des formations qui peuvent ouvrir plein de portes et qui sont assez variées. Donc pour des personnes qui cherchent un métier atypique, qui ont de la curiosité, envie d'aller voir ailleurs, etc. On voit bien que ce n'est pas des caractéristiques qui sont réservées aux hommes ou aux femmes. Donc voilà, encourager en mettant en avant ces valeurs-là. Est-ce qu'il y avait des dernières interventions? Oui. Juste dire tout à l'heure pour... Non, avant d'arriver, là, je discutais avec Daniel et Eric Charbonnel, là, leur fille. Alors, je vais parler pour eux juste une minute, parce que j'ai eu la chance d'avoir Léna en classe. Donc, c'était ma petite élève. Elle a grandi, elle est marin aujourd'hui. Elle a fait son premier embarquement en Norvège, c'est ce que vous me disiez, elle a débarqué en Norvège. Et vous me disiez tout à l'heure que c'est un bateau de 54 mètres à passagers, et sur les 12 personnes d'équipage, il y a 6 filles, 6 gars, c'est ça? Là, à la fin, oui, la parité était complètement établie. Oui. Plus on monte en latitude, et moins il y a de problème. Pardon? Plus on monte en latitude, et moins il y a de problème. Alors, c'est un armement français Alors, c'est l'armement Latitude Blanche qui arme un seul bateau qui s'appelle le Polar Front. Donc, c'est du tourisme assez haut de gamme qui se fait donc, au niveau du cercle polaire. Et donc, il y a 12 à peu près, je pense qu'il y a des élèves aussi en plus, mais il y a 12 membres d'équipage. Et là, lorsqu'elle a quitté, donc, hier, elle disait qu'il y avait 6 hommes, 6 femmes dans l'équipage. Et donc, c'est son premier embarquement. Ça s'est passé dans des très très bonnes conditions, avec une ambiance au niveau de l'équipage qui était très forte. Tout le monde s'y mettait, et partageait même les tâches, parce que comme c'est un petit navire et qu'ils soient assez peu nombreux et que c'est des conditions difficiles, il y avait une entraide. C'était pas une question de grade. S'il fallait aller aider le matelot ou en machine parce qu'il y avait un problème, tout le monde se donne un peu la main quand même, quoi. Et on a été assez impressionnés quand même par ce qu'elle nous a raconté, ces bonnes conditions qui devraient être plus courantes, mais je pense que ça reste exceptionnel. Oui, ouais, j'ai des amis qui sont passés sur ce bateau aussi. Là, ouais. C'est vrai que c'est des chouettes expériences. Et oui, sur les petits bateaux, l'ambiance est différente quand même que sur les gros aussi. Voilà, ça change. Moi, j'ai fait un peu les deux, des gros et des petits. Donc, mais ouais, voilà, l'ambiance peut être très différente. Et puis, oui, de toute façon, voilà, on est encore trop peu nombreuses, en tout cas au plus haut poste, au poste à responsabilité, tout ça. Donc, faut donner envie aussi aux jeunes femmes de faire ce métier, parce que c'est un métier magnifique et que, en fait, je pense qu'il y a aussi une autocensure de la part des femmes, des jeunes femmes, qui se disent qu'elles peuvent, que c'est pas des métiers qui sont faits pour elles, alors que voilà, c'est pas vrai. Et donc, c'est sûr que la communication est importante. Et puis voilà, plus on sera nombreux. C'est vrai que moi, là, sur les navires de G-Navire, on est quand même pas mal de femmes. Et puis les équipes scientifiques, il y a toujours des femmes aussi. Donc ça facilite aussi un peu les rapports humains. C'est quand même plus simple.
Mais oui, non, c'est une chouette expérience là sur le Polar Front. Ouais. Par contre, c'est le deuxième embarquement du coup qu'on appréhende un peu. Sur le même navire. Ah bah non, elle va changer de compagnie. Et quelle compagnie du coup? Ah bah elle sait pas, on l'a pas encore vue, elle n'est pas encore arrivée. Pour info, l'armement du Polar Front a été créé par deux jeunes officiers de l'ENSM de Marseille, dont un homme et une femme, qui elle est commandant aussi. Je crois qu'elle a quitté le Polar Front, mais je pense qu'elle était motivée pour eux. Cette femme était motivée aussi pour que la compagnie soit un peu exemplaire dans le domaine de l'emploi des femmes et des conditions de travail des femmes. Enfin, les deux armateurs, puisqu'il y a donc ces deux camarades de l'ENSM, donc Yann Lebellec et Sophie Galvagnon, et donc ils ont décidé de créer leur compagnie et de faire quelque chose qui soit différent des expériences qu'ils avaient eues justement lorsqu'ils étaient élèves, et où ils allaient respecter beaucoup plus l'être humain en général, que ce soit homme ou femme. Et donc, ils ont mis en œuvre ce projet titanesque, parce qu'ils n'avaient pas 30 ans ou à peine 30 ans lorsqu'ils ont créé leur compagnie et qu'ils se sont lancés dans cette aventure, quoi. J'espère qu'on ne vous aura pas trop inquiété pour la suite de la carrière de votre fille. On sait que ce sont des choses qui existent. On en a souvent parlé avec notre fille parce que comme lorsqu'elle a fait ses études, en général, avec les garçons de la promo, comme vous le disiez, ça se passait très bien. Bon, il y avait toujours quelques-uns avec des blagues lourdes, mais rien de grave. Et par contre, ce sont souvent des enseignants, voire des femmes enseignantes, qui se permettaient des choses vraiment inacceptables, parce qu'elle était la seule fille de la promo, donc il fallait qu'elle en bave peut-être un peu plus que les autres. Et autrement, un prof homme qui, sur 2 années, n'a pas pris le temps de connaître son nom, il a toujours appelé la petite. Voilà. Donc c'est quand même des choses qui existent, et ça c'est pas vieux, hein. C'est de l'année dernière, l'année d'avant. Hein. Oui, il y a encore du boulot, et notamment dans les ENSM. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut que tous les acteurs soient formés pour que ça avance aussi. Ouais. En tout cas, c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter parce qu'il est un peu tabou, justement parce qu'on a peur de donner une mauvaise image du métier et que ça décourage les jeunes filles de l'intégrer. Mais on pense au contraire qu'il faut en parler au maximum, que la présence des femmes à bord se banalise et ne soit plus exceptionnelle. Donc on voit quand même une évolution qui est peut-être moins rapide que dans certains secteurs, mais qui est une évolution quand même. On espère y avoir contribué à notre petite échelle. C'est une thématique qu'on va continuer à travailler à Mille Marins, donc vous trouverez toute la bibliographie qui nous a servi à préparer ce week-end et également la retransmission de cette rencontre sur le site internet bientôt. Et donc on est preneur si vous avez des contacts ou des témoignages à apporter. Messieurs, dames, ça m'intéresse. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc un grand merci encore à Enora pour sa disponibilité pour la préparation de la rencontre et aux autres marins aussi qui ont participé.